De ruissellement en rivière, de ruisseau en torrent, d'entrées marines qui arrivent par le Lido, l'eau douce et l'eau de mer se mêlent et se conjuguent dans ces espaces particuliers que constituent les lagunes méditerranéennes. Véritable corridor entre mer et rivière, conjonction entre ces deux mondes, celui du doux et du salé, les lagunes côtières languedociennes nous réservent bien des surprises. Laissons-nous porter au fil de l'eau, à la découverte de ses richesses. Ces petites mers intérieures, blotties derrière le cordon de sable, s'égrènent tout au long des côtes du Languedoc-Roussillon. Noyées par la forte luminosité de l'été, dorées par les lumières douces de l'automne, balayées par un grand vent qui peut être glacial l'hiver, au gré des saisons, un paysage aux multiples facettes agrémente ces lagunes. Sable, Sansouir, Roselière, Rocher-Garrigue, intimement liés par l'eau, construisent cette image emblématique du littoral languedocien. Ces paysages contrastés sont en évolution permanente. Modelés au cours du temps par les éléments naturels mais aussi par l'homme, les lagunes languedociennes ne cessent d'évoluer et de se transformer. Les lagunes du Languedoc-Roussillon ont débuté leur naissance il y a à peu près 20 000 années avec la montée des eaux qu'on appelle la transgression flandrienne qui s'est produite entre moins 20 000 et moins 6 000 années. Et elles ont été définitivement formées il y a 6 000 années. La mer a commencé à monter, elle était 100 mètres plus bas qu'à l'heure actuelle. Donc il y a 20 000 ans, elle a commencé à monter. Et elle poussait devant elle ces sédiments qui étaient amenés par les crues du Rhône, donc des sables, des graviers, des galets. Les sédiments sont accrochés à cet endroit, sur ces pics qui sont solides. Et c'est comme ça qu'on a maintenant ces lidos, comme celui-là, qui ont été plus ou moins colonisés par l'homme. Dans cette succession de milieux qui s'échelonnent de la mer vers l'intérieur des terres, le lido est le premier que l'on rencontre. Façonné de plages et de dunes, en perpétuel mouvement, soumis aux caprices du vent et des entrées marines, il est l'interface directe entre la mer et la lagune. Cette barrière naturelle est ouverte par quelques grots qui assurent la connexion entre ces deux masses d'eau. Ces écosystèmes dunaires, les plages et les zones humides d'arrière-plage ont une grande importance écologique. Ils accueillent une végétation spécifique et adaptée. Sur le haut des rivages, la végétation est plutôt basse et peu dense. Plus à l'intérieur, les dunes sont occupées par une végétation herbacée de hauteur moyenne. Les arrière-dunes, quant à elles, bénéficient de peuplements d'arbres et arbustes. À l'arrière de cet ensemble, des petites mares naturelles se créent, fournissant des habitats de choix à des batraciens que l'on ne s'attend pas à trouver dans cet environnement sableux. D'autres espèces profitent aussi de ces lieux, à commencer par le monde des minuscules. Alors ça c'est le scarite, Scarites buparius. C'est un carabidé et c'est un prédateur en fait. Alors c'est une espèce qui est vraiment inféodée au milieu dunaire. C'est la bête, le prédateur de la dune par défaut. Donc là le matin il est en train de chasser, il recherche des proies. Donc ces espèces, même si les insectes ne vont pas être forcément inféodés aux dunes, ils vont participer par contre au recyclage de la matière organique pour ces plantes et assurer le maintien de la dune. Alors un des problèmes des milieux dunaires, c'est aussi ce qui se passe sur la plage. Il y a une surfréquentation touristique qui est très importante. Ce qui fait que les communes en fait, font passer des engins le matin ou la nuit sur la plage pour la niveler et pour enlever les déchets. Alors ça pose un problème écologique puisqu'en fait on va enlever aussi tout ce qu'on appelle les laisses de mer, donc les restes que la mer ramène, donc le bois mort, les algues, etc. Les laisses de mer sont composées de débris de végétaux et animaux qui se déposent lorsque la mer se retire. Elles sont très importantes pour la constitution et le fonctionnement des dunes, et notamment pour la fixation du sable.
Elles sont fondamentales dans la lutte contre l'érosion de la frange côtière. Elles constituent aussi un écosystème dynamique, maillon indispensable à la vie et au maintien de la biodiversité du littoral. Les oiseaux, au cours de leur cycle annuel, utilisent ces lieux. Les plages et arrière-plages sont très intéressantes pour les oiseaux, en particulier dans les endroits très tranquilles, assez loin des stations balnéaires. En hiver, on trouve par exemple tous les oiseaux qui exploitent la frange côtière de la mer pour pêcher. Ils viennent se reposer sur la plage. Ça va être le cas des sternes kojek par exemple en hiver, ou même des goélands. Au printemps, lorsque la vie commence à foisonner sur les plages avec les puces de mer, la végétation qui pousse, on a des espèces qui viennent se reproduire là. Ça va être le cas du gravelot à collier interrompu, qui est très mimétique, qu'on ne voit pas, qui est couleur sable. On a une petite espèce de sterne qui vient aussi nicher sur les plages, qui revient d'Afrique en fait au mois d'avril, et qui va nicher à même le sable, pondre ses 3 œufs et après s'alimenter en mer des petits poissons qu'on voit sur la côte. En migration, on peut avoir aussi des zones de halte migratoires très importantes, en particulier sur les arrière-plages où commence à avoir de la végétation avec les dunes, les tamaris. Donc là, il y a beaucoup d'insectes dans ces milieux-là. Et donc on a énormément de passereaux, par exemple, comme des pouillots, des traquets, tous les petits passereaux migrateurs insectivores qui viennent d'Afrique s'arrêtent ici pour s'alimenter avant d'aller plus loin en Europe du Nord. Ces lagunes sont à l'interface entre le bassin versant et la mer. Donc elles sont alimentées à la fois par l'eau douce qui ruisselle sur le bassin versant et par des échanges d'eau avec l'eau de mer. Donc ce sont des eaux intermédiaires, plus ou moins salées, selon que le bassin versant va apporter plus d'eau et selon le type d'ouverture vers la mer. La richesse est amenée par l'eau douce et la diversité est amenée par la mer. C'est la rencontre des deux au milieu de ces lagunes qui va faire plus ou moins que ces lagunes vont être riches. Selon la configuration de la lagune et selon cet équilibre plus ou moins important et cette variabilité dans l'année entre le sel et l'eau douce, il va y avoir plus ou moins d'espèces, plus ou moins de stabilité dans les populations qui vont s'installer dans ces lagunes. Soumis au juste équilibre entre les entrées marines et les apports d'eau douce, le monde aquatique qui peuple les lagunes est parfaitement adapté à cet environnement saumâtre. Les herbiers se mélangent aux algues et s'enroulent en longs rubans sinueux. Ces végétaux, poumons verts du monde aquatique, favorisent la vie. Les austères marines, plantes vivaces caractéristiques des eaux saumâtres, nous signalent la bonne qualité du milieu. Ces vastes prairies émergées, parmi les plus grandes d'Europe, servent de nurseries et de lieux de résidence à de nombreux animaux marins. Des scènes inoubliables se déroulent dans ce monde de silence et d'eau. Des poissons aux formes, textures et teintes des plus variées y trouvent refuge et nourriture. Les lièvres de mer, mollusques gastéropodes, viennent pondre leurs œufs, dès le mois de janvier, à l'abri, dans ces herbiers aquatiques. L'hippocampe, fragile et extravagant poisson à tête de cheval, croise la blénipan, qui est capable de supporter des grandes différences de salinité de l'eau. La destruction de ces habitats que forment ces espaces aquatiques peut entraîner la disparition de nombreuses espèces. Cette multitude de vies qui se niche au cœur des lagunes offre des ressources naturelles que les professionnels de la conchiliculture et de la pêche exploitent depuis toujours. La production de coquillages dans les lagunes languedociennes est pratiquée depuis l'Antiquité. Les Romains étaient très friands de ces produits aquacoles. Cependant, ce n'est qu'au XXe siècle que s'installe une véritable culture de coquillages, tout d'abord sur l'étang de Thau, puis sur l'étang de Sals-le-Cat. Après de multiples améliorations, les huîtres sont désormais cultivées en table de production. La conchiliculture représente un pôle économique très important sur les lagunes du Languedoc-Roussillon. Pas moins de 800 conchiliculteurs répartis en 2 grandes zones de production, le Cat et Thau.
Lieu d'élection pour de nombreux poissons marins migrateurs comme l'anguille, la dorade et les loups, mais aussi pour des poissons sédentaires, les lagunes ont toujours été exploitées par les pêcheurs. Les techniques utilisées s'appuient sur un savoir-faire qui se transmet à travers le temps. Parmi les plus typiques, la pêche à la capetchade demeure très importante dans la région. Comme Jean-Jacques Galli, quelques centaines de pêcheurs perpétuent cette tradition. Chaque étang a son appellation. Nous les pantanes là, chez nous c'est les pantanes, du côté de Palavas c'est les amphiles. C'est le même filet mais ça, notre nom. Cette pêche saisonnière est liée au déplacement du poisson. En automne, les capetchades sont installées en sortie d'étang, barrant ainsi le passage aux anguilles et dorades qui partent en mer se reproduire. Fixé au fond de l'étang par des piquets en châtaignier, tel un immense vaisseau déployant ses ailes, cet engin permet de capturer les poissons qui migrent vers la mer. Les poissons rencontrent en premier la paradière, filet vertical qui leur barre la route et les guide jusqu'au cœur du piège. Là, 3 issues s'offrent à eux, qui sont en réalité des nasses que le pêcheur viendra récupérer lors de la levée quotidienne. Le poisson lui tamponne contre la paradière, et suivant le sens qu'il veut aller, s'il veut aller côté mer, j'ai un cœur qui est placé côté mer avec l'écartement qu'il faut. Soit il se prend dans la principale à la mettre là-haut. Si elle se bouche, il y a toujours 2 reculs de secours qui peuvent encore empêcher. Parce que quand il y a la lune, le poisson il arrive, il voit ce premier goulet, il hésite, il repart. Si c'est troubleux, il fonce. S'il y a quelque chose qui fait qu'il marche bien, ça fonce, il rentre au fond. Il rentre dans le 3e goulet, celui-ci qui est vachement pointu, qui est beaucoup plus fermé. Et là, une fois qu'il est rentré là, il est prisonnier. Être pêcheur en lagune implique de pratiquer plusieurs petits métiers et d'utiliser autant les ressources prélevées en bord de mer que celles du gros ou des eaux intérieures. C'est un métier très ancien. Les pêcheurs le pratiquaient à partir du mois de mai jusqu'au mois de septembre. Ils ne faisaient pas l'hiver à l'époque. Ici on appelle ça mainer, une mine. C'est le terme gusanote. En fait, c'est un tenillier qui est fait de 80 cm de lame, un grillage, à peu près 50 cm sur 80 de grillage, grillage de 12 pour tamiser. Après, une prochaine filet, et après il faut tracter, il faut faire sortir les tenilles du sable. Et puis ça rentre dans la poche, les crabes, les coquillages, les tenilles, quelques couteaux des fois, quelques solettes des fois, quelques petits passards. Toutes les petites et les moyennes sont passées à travers normalement. Sur 12 km de plage, on ne va pas toujours au même endroit, on laisse reposer après. Puis quand la mer se refait, elle ramène celle du large. Ça c'est important. Nous au large on n'y va pas avec des chasses ou des combinaisons ou des tubas. On la pêche que normalement sur les bancs de sable. On laisse la nature faire son chemin. La ressource elle est bien gérée. Elle se gère. Nous on essaye de la gérer comme ça. Comme nos anciens nous l'ont appris. Ils nous ont appris à pêcher intelligemment. Pas toujours charger les bateaux, charger les cuves, charger les caisses. C'est pas. Parce qu'après ça ne vend pas bien. Et ça fait chuter les cours de prix. Il vaut mieux pêcher tous les jours 10, 15 kilos, même des fois 20. Que non pas faire une fois 50 kg et vous voyez, et rester dans à l'échelle humaine. On appelle ça la polyvalence de la Méditerranée. Des petits métiers, des petits pêcheurs, de tout temps, ils ont toujours fait plusieurs choses. Alors, ce matin j'ai commencé par les tenilles, là je suis aux palourdes. Peut-être que ce soir je peux aller aux anguilles ou mettre des filets pour les poissons, pour les bars, pour les muges, pour toutes
ces bandes, ces tocs qu'on appelle là, jusqu'à la digue, de ce côté même là, tout ça c'est des gisements à palourdes. Pas moins de 280 pêcheurs pratiquent cette activité sur les étangs languedociens. Cependant, la moitié de leur effectif a disparu au cours de ces 30 dernières années. Appauvrissement de la ressource, mais aussi diminution de la qualité de l'eau sont en cause. La qualité de l'eau des lagunes est primordiale. Au-delà de ce mélange d'équilibre et de déséquilibre qui en fait ses richesses, il faut que cette qualité d'eau soit parfaite pour de nombreuses raisons. Des apports de polluants, par exemple, peuvent perturber la biologie des animaux, donc vont perturber évidemment leur exploitation. Ça, c'est un premier point. Mais le deuxième point essentiel, c'est qu'on consomme les produits qui y sont pêchés ou qui y sont cultivés. Et donc, on a besoin que la qualité de ces produits soit à un niveau qui est indispensable à notre consommation. Donc, il faut être très attentif, d'abord parce que ce sont des milieux fragiles, du fait de ces équilibres, des équilibres permanents, et que ce sont des milieux sur lesquels l'exploitation s'est développée de plus en plus au fil des siècles, et donc sur lesquels on a une pression importante. Même si cette pression est raisonnée, est en équilibre avec leur capacité de production, il faut faire attention de ne pas perturber ces milieux. Donc d'être attentif au développement qui se passe autour des lagunes, et lorsqu'il y a ce développement, aux moyens que l'on met en place pour protéger ces lagunes. Par leur présence permanente sur les lagunes, pêcheurs et conchyliculteurs sont en quelque sorte des sentinelles, veillant au bon état de santé des lagunes. En continuant notre voyage entre mer et rivière, nous rencontrons les vasières salées, un paysage fluctuant selon les vents et les mouvements d'eau. Les milieux de vasières que l'on trouve au bord des plans d'eau, au bord de la lagune, c'est des milieux déjà qui sont mouvants. Ils apparaissent souvent au gré du vent ou au gré des niveaux d'eau. Donc c'est des milieux qui ne sont pas toujours utilisés par les oiseaux. Mais lorsqu'ils sont utilisés par les oiseaux, ils sont très attractifs puisqu'il y a toute une richesse en invertébrés qui leur est offerte pour manger. Et donc là, on va avoir des grandes concentrations d'oiseaux migrateurs qui vont venir s'alimenter sur ces espaces-là. On peut voir des milliers d'oiseaux ensemble sur quelques centaines de mètres carrés. Et donc ça va être des échassiers comme les barges, comme les bécassos, qui ont passé l'hiver ici ou qui ont passé l'hiver au Sénégal par exemple, et qui vont s'alimenter pour refaire leur réserve de graisse, pour continuer leur migration vers le nord. La plupart des oiseaux qui exploitent les vasières sont des oiseaux qui vont nicher plus tard, au mois de mai ou juin, dans la toundra, donc dans des milieux très au nord, au niveau de la Sibérie. À proximité des vasières, d'autres habitats, comme la Sansuire, accueillent aussi nombre d'oiseaux migrateurs ou sédentaires, qui profitent de ces tapis de salicorne pour y déposer leurs œufs. Ces formations végétales sont si spécialisées qu'elles ne peuvent vivre sans la présence du sel. Elles sont capables d'endurer des conditions extrêmes, complètement immergées dans l'eau salée l'hiver, soumises à la sécheresse l'été sur des sols à forte concentration en sel. Parmi les espèces variées que l'on trouve sur ces terres salées, certaines sont d'intérêt patrimonial comme la saladelle, l'obione ou encore le grand statis. En s'éloignant des lagunes vers l'intérieur des terres, succédant à la Sansuire, les milieux humides subissent moins l'influence marine et sont de ce fait plus doux. Différents habitats s'imbriquent selon le degré de salinité de l'eau. Les présalés méditerranéens côtoient les prairies humides et jouxtent les roselières. Le paysage, ainsi façonné, vibre, rythmé au fil des saisons par les variations de couleurs. Les prés salés, où la végétation est dominée par les joncs, les carex et les graminées, procurent à ce tableau des teintes verdoyantes au printemps. Traditionnellement, les prés salés sont pâturés de façon extensive par les taureaux et les chevaux. Ces activités, pratiquées de façon raisonnée, participent au maintien de la biodiversité. Inondés au printemps, les prés salés foisonnent de vie, de couleurs et de sons. En témoigne le concert permanent qui les entoure.
Dès le crépuscule, les stridulations des grillons laissent la place au coassement des crapauds, grenouilles et rainettes. Insectes, reptiles, libellules se relaient pour animer l'espace de leur teinte, de leur forme ou de leur chant. De nombreux oiseaux apprécient ces vastes étendues où ils prélèvent leur nourriture privilégiée qu'ils trouvent à profusion sur place ou dans les prairies humides, champs de blé ou pâtures situées à proximité. Indice des milieux les plus doux, les roselières soulignent le paysage avec leurs teintes variant du vert cru au printemps pour atteindre des notes dorées dès la fin de l'été. Trait d'union entre le monde terrestre et le monde aquatique, elles ont des besoins écologiques particuliers liés au niveau d'eau. 8 mois par an dans l'eau, un assec estival régulier et une salinité de l'eau faible. Elles ont la capacité de stocker des métaux lourds et consomment pour leur propre croissance azote et phosphore. Dans certaines limites, on peut dire qu'elles améliorent la qualité de l'eau, agissant comme un filtre des nutriments. Une flore peu variée s'échelonne selon le gradient de salinité de l'eau. Roseaux communs et massettes occupent les espaces les plus doux, alors que les syrpes maritimes s'adaptent plus facilement à des milieux légèrement saumâtres. Des plantes rares et protégées, aux teintes éclatantes, dynamisent ces paysages monochromes. Narcisses, iris, aristoloches. Calme et retenu semblent être les mots d'ordre de ces lieux. Cachés par ce rideau de roseaux, les habitants sont en effet d'une grande discrétion. Furtif, un foulque passe. Prudente et vigilante, une mésange à moustache se nourrit sur des typhas, et quelquefois, seul un chant sourd et lointain permet de déceler la présence d'une espèce. Le butor étoilé, l'hôte le plus emblématique des roselières, est le grand spécialiste de la discrétion. On ne le voit que très rarement, mais on sait qu'il est là grâce à son chant si caractéristique qui emplit l'air du petit matin. De nombreuses espèces d'oiseaux viennent profiter de ce havre de quiétude. La famille un peu symbole des roselières, c'est la famille des hérons. On va avoir des hérons qui nichent à même les roseaux, par terre, et des hérons qui vont nicher dans les grandes haies de tamaris que l'on trouve au bord des canaux dans les roselières. Donc ça va être le cas de l'aigrette garzette, du biorot gris, du héron garde-bœuf, qui exploitent ces zones de haies qui sont aussi isolées de la prédation, de la terre ferme. Et puis pour s'alimenter, ils vont utiliser toute la zone humide qui est offerte par la roselière, mais aussi pour le héron garde-bœuf, ça va être les prairies où on trouve des chevaux ou des taureaux, où ils vont aller capturer tous les insectes qui sont levés par les pas des taureaux et des chevaux. Et puis les aigrettes, elles vont exploiter le bord des lagunes pour aller chercher tout ce qu'on peut voir, les crevettes, les petits poissons. Ces mêmes massifs de roseaux, au printemps, hébergent une foule d'oiseaux migrateurs, en particulier ce qu'on appelle les rousserolles. On a une rousserolle qui est assez emblématique, qu'on appelle la rousserolle turdoïde, qui est un oiseau qu'on entend énormément parce qu'elle a un chant très fort, très râpeux, très caractéristique. Et elle va accrocher son nid au roseau, même, ça va être un nid suspendu, et elle va élever ses poussins tout le printemps. Et après, elle va repartir en Afrique, c'est un oiseau migrateur, elle va repartir en Afrique au mois d'août, dans des milieux similaires, mais au Sénégal ou en Guinée, quoi. Ces milieux humides sont le cœur d'activités traditionnelles comme la pêche et la chasse au gibier d'eau. C'est aussi dans les roselières que les seigneurs, perpétuant la récolte des roseaux, se procurent ces matériaux naturels de qualité. Le fonctionnement de ces milieux humides et le maintien des populations qui leur sont associées sont intimement liés aux activités humaines qui s'y déroulent et à la gestion des niveaux d'eau. Les lagunes languedociennes, c'est aussi la rencontre entre activité humaine et richesse écologique. Un équilibre fragile entre essor économique d'une région dynamique et conservation d'un patrimoine naturel d'exception.
Ces lagunes, dans le temps, ont subi beaucoup de modifications, principalement liées à l'activité humaine, des comblements, des coupures, des ouvertures sur la mer. Donc ces lagunes ont été morcelées petit à petit au cours des siècles. À l'origine, il existait une grande lagune entre le Rhône et l'Étang qui a été petit à petit coupée en plusieurs lagunes. Et on a maintenant une succession de lagunes indépendantes les unes des autres, reliées malgré tout par le canal du Rhône à 7 qui les traverse. Là encore, une construction humaine qui les a un peu plus morcelées. De tout temps et en tout endroit, l'homme s'est approprié les espaces naturels pour répondre à ses besoins. Dès la fin du XVIIe siècle, afin d'accompagner la transformation économique régionale, des voies de communication sont créées sur le littoral. Bateaux, trains, camions transportent les marchandises. Autant de réseaux disponibles qui ouvrent de nouveaux débouchés, mais qui fragmentent, comblent, isolent les lagunes au risque de rompre leur fonctionnement naturel. Plus tard, une nouvelle vague envahit les bords de mer. Pour répondre à de nouveaux besoins de la société, des cités touristiques surgissent du sable au prix d'aménagements titanesques, dignes des Romains. Suite aux grandes missions d'aménagement du littoral dans les années 60, on appelait ça la mission Racine, le littoral s'est vu fortement aménagé, modifié pour y construire les stations balnéaires que l'on connaît aujourd'hui. Cette urbanisation qui s'est fortement développée sur le littoral a aussi amené avec elle des pressions fortes qui impactent les espaces naturels et la qualité de l'eau des étangs. Et une prise de conscience a eu lieu dans les années 80 à peu près par les élus qui se sont mobilisés, aidés par les sentinelles que sont les pêcheurs, les conchyliculteurs qui ont alerté sur la dégradation des eaux et l'artificialisation des espaces autour. On a vu s'opérer sur ces espaces un rassemblement fort des acteurs concernés pour promouvoir et réaliser une gestion durable de ces espaces. Parce que préserver ces espaces, c'est la responsabilité de nous tous et on doit en prendre soin. Grâce à l'implication des collectivités, au travail des gestionnaires, des associations, mais aussi à des outils financiers européens comme les projets Life+, de grands espaces qui avaient subi des transformations ou des dégradations sont aujourd'hui restaurés ou réhabilités. La qualité paysagère et la richesse des lagunes côtières et des zones humides périphériques en font un patrimoine naturel emblématique des côtes languedociennes et plus largement du littoral méditerranéen. Le maintien de ces espaces, devenus rares au niveau international, qui sont aussi le support de nombreuses activités économiques, doit prendre en compte le bassin versant, les zones humides périphériques, la lagune et la mer, 4 entités inséparables, dépendantes de l'eau et complètement liées par l'eau.